Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à Sallanches au château des Rubens pour rencontrer un passionné d'histoire qui a redonné vie à de nombreux sites de Haute-Savoie. Bienvenue dans ce tête-à-tête avec Arnaud Delers. Bonjour Arnaud. Bonjour Victoria. Merci de nous recevoir ici au château des Rubens à Sallanches. Ta passion, c'est l'histoire avec un grand H. Comment a débuté cet amour de l'histoire pour toi? Alors ça a débuté très jeune. Très jeune, je suis natif de Saint-Jean-d'Eau, donc petit village dans la vallée d'Eau, à quelques kilomètres de Morzine. Et très jeune, aussi loin que je puisse me rappeler, à 5-6 ans, je me rappelle avoir été attiré par un monument magnifique de ce village qui est l'abbaye d'Eau. Et je me rappelle y courir quand j'étais gamin, y aller, y revenir avec des copains. Et finalement toujours avoir été attiré par le lieu, mais surtout déjà par des questions très jeunes. Comment on avait pu construire un bâtiment comme ça? Qui étaient les gens qui y vivaient, c'est-à-dire essayer d'aller voir derrière l'apparence pour essayer de gratter un petit peu. Et puis, presque naturellement, j'ai envie de dire, j'ai suivi des études d'histoire à Grenoble. J'ai été jusqu'à la maîtrise. J'ai travaillé ensuite à la communauté de communes du Haut-Chablais, où là j'ai eu des élus d'une extrême bienveillance qui m'ont permis de poursuivre mes études tout en étant employé par cette collectivité. Et donc là, j'ai pu passer d'abord un DEA, puis un doctorat d'histoire. J'ai fait une rencontre formidable dans ma vie, c'est celle d'un chercheur spécialisé dans le monde cistercien. Donc les cisterciens sont des moines. Et ce chercheur, c'est Benoît Chauvin. Et c'est lui qui m'a vraiment ouvert les yeux sur tout un pan de la recherche historique que je ne connaissais pas, qui s'appelle la paléographie. Qu'est-ce que c'est justement? Alors, la paléographie, c'est une science de l'histoire qui consiste à mettre à disposition des historiens des documents anciens. Alors souvent, ces documents sont peu accessibles parce qu'ils sont écrits en latin, parce que comme le parchemin, c'est la matière, c'est le support, comme le parchemin coûte cher, on doit tuer un animal, on doit enlever ses poils, on doit traiter la peau, ça coûte une somme considérable. Donc on économise la place. Et pour économiser la place, on utilise tout un système d'abréviation qui porte des jolis noms, le neuf-thyronien, le tilde. Voilà. Et le travail du paléographe, c'est de bien connaître ces abréviations, de bien connaître le latin pour restituer un texte entier, compréhensible, taper sur un bon traitement de texte d'aujourd'hui, bref, rendre accessible des documents qui le sont peu. Et dans le cas de l'abbaye d'Eau, ces documents étaient doublement inaccessibles. C'est-à-dire que non seulement le support, le parchemin, c'est quelque chose d'assez compliqué, mais en plus ces archives avaient disparu. Donc c'est un vrai travail de chercheur, mais au sens premier du terme, de fouineur même, je dirais, qui m'a conduit que cette thèse m'a conduit à effectuer. C'est ça qui t'attire dans ce métier-là, c'est ce que tu me disais en préparant cette émission, c'est le côté vraiment explorateur et rendre aussi l'histoire, ces informations accessibles. Oui, tout à fait. On se sent, dans certains cas, quand on découvre des archives, ça peut être dans des fonds publics ou dans des fonds privés, souvent on est les premiers à mettre le nez dans la boîte depuis très longtemps, peut-être même, dans certains cas, depuis qu'elles ont été déposées dans ce service-là. Donc il y a un côté découvreur dans les forêts d'Amazonie, quand on ouvre ces boîtes et qu'on est les premiers à mettre les yeux sur cette matière première. C'est la matière première de l'histoire. Voilà. Un historien ne peut pas travailler sans ces documents-là. On travaille avec le travail des paléographes, avec le travail des archéologues, c'est ça qui permet de faire l'histoire. Mais sans ce premier maillon qui consiste à traduire et à mettre, à porter et à disposition des chercheurs ces vieux parchemins, aucune histoire n'est possible. L'histoire qui te passionne particulièrement, c'est celle de la Haute-Savoie et de ton Chablais natal, forcément ?
Oui, parce que j'ai été baigné en fait par l'histoire de ce village de Saint-Jean-d'Eau, par l'histoire de cette vallée et puis de cette abbaye, beaucoup. Donc oui, j'ai envie de dire que naturellement, mes premières amours ont porté vers ce vieux monastère. Après, je me suis intéressé à l'abbaye d'Abondance. Je n'ai pas été très loin dans la vallée d'à côté pour faire sensiblement le même travail, c'est-à-dire essayer de fouiner, de décortiquer, de restituer les archives de cette abbaye. Et puis, bon, là, maintenant, je m'occupe de choses peut-être un petit peu plus générales. Je travaille sur les archives d'une abbaye anglaise qui s'appelle l'abbaye de Beaulieu, qui est dans le sud de l'Angleterre, pour laquelle des contes ont été conservés et qui sont un document fabuleux. On arrive à suivre pas à pas la vie économique de cette abbaye. Mais j'ai gardé quand même une attirance pour les montagnes. C'est bien la côte du sud de l'Angleterre, mais il n'y a rien à faire. Les montagnes, comme on y vit, quand on est moine, quand on est paysan, ça reste quand même des choses qui m'intéressent au plus haut point. Tu as redonné vie justement à différents sites de Haute-Savoie, donc à commencer par cette abbaye d'Eau. Tu as ramené un petit peu le public dans ce site. C'était important pour toi? Alors, c'était une mission qui n'était pas simple, parce que attirer le public dans une abbaye en ruine, datant du Moyen-Âge, on a quand même une proposition assez répulsive au départ pour attirer les familles et le grand public. Donc on a beaucoup travaillé, je n'étais pas seul, j'ai eu des collègues exceptionnels. On a eu une grande liberté qui nous a été donnée par les élus de la communauté de communes. Et finalement, dans cette abbaye, pendant 15 ans, j'y ai fait ce que j'ai voulu. On n'a pas transformé ça non plus en parc d'attractions, ou dire que le socle scientifique historique, on l'a toujours assuré, et tout ce qu'on a bâti en termes d'exposition, de médiation, de visite guidée, tout était fait sur un socle scientifique extrêmement stable. C'est d'ailleurs ça qui a assuré le succès, c'est de ne pas avoir fait un grand Barnum avec toutes sortes de spectacles ou de choses comme ça. C'est cette assise scientifique qui a permis effectivement d'attirer sur cette proposition au départ bien répulsive du monde. Alors comment on a fait? On s'est toujours défié, je pense, du snobisme, cette espèce de suffisance qui peut quelquefois prendre un petit peu les acteurs du monde de la culture, pour finalement beaucoup travailler sur l'humour, sur le second degré, et finalement sans jamais trop se prendre au sérieux. Et j'ai en mémoire une des plus belles expositions qu'on ait faites à l'abbaye, qui nous a attiré d'ailleurs un public exceptionnel. C'est une exposition qu'on a menée avec un collectif suisse, Plonk et Replonk, qui sont célèbres pour leur détournement de cartes postales. Et on a passé avec eux un moment exquis où ils ont réinterprété à leur sauce la vie quotidienne des moines. On a fait une exposition sur les gros mots au Moyen-Âge aussi. Enfin, vous voyez toujours cette façon de prendre l'histoire, de la vulgariser, de la rendre accessible au plus grand nombre, mais finalement en parlant un langage compréhensible. Voilà, c'est un petit peu ça qui a fait le succès de l'abbaye. Moi, je me suis toujours attaché à vulgariser, à mettre à disposition du plus grand nombre des savoirs qui au départ sont compliqués. Et ça m'est venu peut-être parce qu'au départ, mes études ont porté sur des points extrêmement complexes, très normés, l'édition de textes médiévales, mais qui finalement tournaient peut-être un petit peu en rond parce qu'on s'adresse à un petit cercle finalement d'initiés. Tandis que là, l'abbaye, ça a été l'occasion justement de faire partager au plus grand nombre cette passion du Moyen-Âge en utilisant ces moyens de médiation ou ces expositions amusantes, puis sans trop se prendre la tête, quoi. Après, il y a eu Montretier, le château de Montretier, où tu es arrivé là aussi pour écrire une nouvelle page de ce site. À Montretier, c'était une situation très compliquée, avec un château qui était en perte de prestige, qui avait une situation économique compliquée, mais qui a été bien pris en main par l'Académie Fleury-Montagne, qui en est propriétaire. Et donc voilà, je suis arrivé, nouvelle page blanche, j'ai envie de dire, pour remonter le château. Voilà, remonter le château avec un mandat très large,
Donc ça n'a pas été une sinécure. Hein. Montretier, ça a été vraiment une période intense, exigeante, parce qu'il a fallu prendre le dossier depuis la base, quoi. Tout réécrire. Le système d'exploitation, les ressources humaines, les plannings d'ouverture, la tarification, donc, et puis surtout le positionnement. C'est-à-dire finalement refaire, c'est ça qui m'intéresse aussi, hein. C'est finalement trouver quelle est la meilleure stratégie pour un site. Et Montretier, on a tout de suite senti qu'il fallait se défier complètement du côté scientifique, cultureux, hein, on en parlait tout à l'heure, pour en refaire un lieu des familles. Voilà, un château fort de dragons, de princesses et de chevaliers. Donc voilà, ça s'est traduit très vite par une proposition de médiation très light, très familiale, une programmation avec de la castagne, avec des épées, des troupes médiévales, des tentes, de la musique, un coffre à l'entrée du château où les petits pouvaient aller se costumer pour aller visiter le château. Et finalement, on a réussi à reconquérir comme ça un public. Et la chose s'est pas mal passée puisqu'on a quasiment doublé la fréquentation, en gros de 20 000 à 40 000, un petit peu moins, en 4 ans d'exploitation. Et on peut faire du familial et du populaire tout en restant scientifiquement carré et droit dans ses bottes. Voilà. Moi, j'assume complètement cette dimension-là. Même si j'en connais beaucoup qui se pincent un peu le nez dès qu'on veut faire du familial ou de la fête médiévale, pour moi, c'est pas un problème. Château de Montretier qui n'est pas très loin d'Annecy, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le site. C'est un magnifique cabinet de curiosité à Lovani. Courez voir le château de Montretier. Un petit mot quand même avant de terminer cette émission sur ce nouveau château qui fait partie de ton histoire maintenant, le château des Rubins. Qu'est-ce que tu souhaites lui apporter à ce site ? Alors, le château des Rubins, c'est un coup de cœur, c'est un magnifique écrin pour une exposition, une scénographie consacrée à la montagne, dans ses dimensions géologiques, faune-flore, mais aussi humaines. Et ce qu'il faut lui apporter, je pense, c'est peut-être lui apporter un petit peu plus d'humain et le réancrer justement dans son passé historique. Ce n'est pas une salle de musée lambda. Hein, le château des Rubins, on n'est pas dans un endroit aseptisé avec des lumières, non, on est dans un endroit où des gens ont vécu, où il faut retranscrire ça, refaire partager cette dimension historique et de château au public qui vient ici. Je pense qu'une partie de ma tâche va être de réorienter en fait sur une dimension plus proprement historique toutes les propositions de ce château. Mais il y a un bon contexte ici, hein, parce qu'il y a Sallanches est une ville qui est très attentive à son patrimoine. Les élus ont une vision, une stratégie. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce qui a été fait ici en 2 ans. C'est formidable. Merci beaucoup en tout cas Arnaud de nous avoir accueillis ici donc au cœur de cet observatoire des Alpes qui est ici au Château des Rubins. Merci beaucoup. Merci. Et merci à François Pirot derrière la caméra. Merci à vous. On espère que cette émission vous a plu et je vous dis à très bientôt sur 8 Mont Blanc.